va attaquer cette journée par l'intervention donc de Anne-Marie Joly, qui est chargée de mission à la CTI, la Commission des titres pour l'ingénieur, des titres d'ingénieur, pardon, et Bernard Remeau, qui est l'ancien président de l'ENAEE, donc l'European Network for Accreditation of Engineering Education, qui vont nous parler tous les deux donc, des référentiels européens et de l'évaluation internationale de l'ESR. Je vous laisse la parole. Bon. Alors, comme ça a été dit, je vais piloter la présentation. Je vais faire une petite introduction. Anne-Marie prendra le relais. Ensuite, je finirai le relais. On essaiera de faire ça dans la demi-heure pour qu'ensuite il y ait un peu de temps qu'il y ait du temps pour les questions. Alors voilà, je partage mon écran. Allez-y, alors juste pendant le temps de partager l'écran, si les gens qui n'interviennent pas peuvent couper leur micro, ça évitera les bruits parasites. Voilà, alors Anne-Marie et moi avons d'ailleurs travaillé depuis très longtemps ensemble, notamment à la CTI, que j'ai présidée, et actuellement elle est engagée dans ENA2E aussi, et on a fait de l'accréditation internationale. Alors, cette première partie de la présentation va être un petit peu didactique, alors peut-être que vous êtes certainement au courant de beaucoup de choses, mais comme ceci, ça permet de mettre à tout le monde à peu près à un niveau sur ces aspects-là. Alors, un petit schéma d'abord. Il faut savoir que tout ceci se place dans le cadre du processus de Bologne, qui tend à faire un espace européen de l'enseignement supérieur, et sur lequel moi je vois trois axes dans ce processus. Il y a d'abord à gauche la lisibilité et comparabilité des diplômes et formations. C'est un des premiers objectifs, en rappelant toujours que dans le cadre du processus de Bologne, les pays gardent le privilège et le droit de gérer les diplômes. Il n'y a pas de diplôme européen. Donc, dès que je vois le mot européen sur un diplôme, je rigole parce qu'il n'y a pas de diplôme européen, ce ne sont que des diplômes nationaux. Et tout le problème, c'est de les rendre lisibles et reconnaissables dans l'espace. Ensuite, il y a l'outil mobilité des étudiants et des enseignants. Et puis, il y a ce qu'on appelle le processus plus général qui a été aussi traité à la réunion de Lisbonne, vers une société de la connaissance. Et actuellement, il y a un essai qui ne marche pas toujours très bien encore. C'est un espace européen des professions qui marche pour les professions médicales, mais qui ne marche pas, par exemple, pour les ingénieurs et pour d'autres. Alors, concrètement, les outils du processus de Bologne, c'est ça. D'abord, il a fallu définir le cadre des qualifications. C'est le fameux système LMD, dont tout le monde a entendu parler, et des 8 niveaux de qualification jusqu'au doctorat, sachant que ceci prend le relais en France du système qui était basé sur 7 niveaux. Donc, actuellement, il y a un ajustement qui se fait en France pour que les niveaux de qualification correspondent à ceux du LMD. Les crédits ECTS dont tout le monde a entendu parler. Et puis l'assurance qualité, ce dont on va surtout parler avec Anne-Marie, qui est dans ce cadre-là plutôt sur les processus. Donc Anne-Marie vous parlera des standards ESG, et NQA, ECAR. Donc ça, c'est assurance qualité, processus. On ne s'occupe pas encore à ce niveau-là du contenu des formations. Là, les outils de mobilité, c'est supplément au diplôme, Erasmus Mundus, qui ne sont pas des programmes du processus européen, mais qui sont des programmes de l'Union européenne, sachant qu'il faut rajouter maintenant l'initiative d'université européenne dans ce cadre-là. Puis la société de connaissances, eh bien, on parlera du cadre des qualifications, mais cette fois-ci avec les acquis qui sont associés. Quelles sont les compétences, les qualifications, les connaissances, les niveaux. Alors, le truc de base, c'est ce qu'on appelle les descripteurs de Dublin, qui disent en gros ce que quelqu'un qui a une licence doit savoir faire et connaître, master, doctorat. Ensuite, ces descripteurs sont très génériques, et puis ensuite, beaucoup de structures, comme ENA2E pour l'ingénieur, Equani pour Info ou d'autres, ont décliné ces descripteurs pour les rendre beaucoup plus précis et adaptés à chaque domaine. Et en même temps, être conforme aux ESG, parce que ça apparaît sur 2 parties sur le schéma, mais à Equani, je fais partie d'Equani, typiquement, on s'inquiète en permanence d'être conforme aux ESG.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis résultat, mais l'assurance qualité des deux côtés. Il y a une partie plutôt processus, une partie résultat. Et vous parlez français, c'est les acquis de l'apprentissage. Vous parlez anglais, c'est les learning outcomes. Et puis, ce qui est quelque chose qui est moins connu en France et qui a surtout concerné actuellement les disciplines médicales, c'est définir après les diplômes des principes communs pour l'exercice d'un métier. Comment faire que quelqu'un qui a obtenu une licence en Roumanie puisse exercer tel ou tel métier dans telle profession. C'est ce qu'on appelle l'espace européen des professions. Alors, je passe la parole à Anne-Marie et tu me diras top quand il faudra que je change de transparent, d'accord? Alors, pour terminer, à gauche, j'oublie les deux flèches. Ce qui était en jaune est plutôt orienté vers l'évaluation des institutions, c'est plutôt institutionnel. À droite, plus on va vers la droite, plus on s'adresse à des programmes particuliers. Allez, à toi. Je voudrais préciser aussi qu'on a parlé du CTP, c'est pas parce que ça n'existe que pour le médical qu'il n'y a pas des essais. On s'est réunis en ingénierie un certain nombre de fois à Vienne pour travailler là-dessus. Oui. Pour l'instant, il y a des blocages, mais on ne désespère pas qu'un jour on y arrive. Des blocages notamment du côté des pays qui ont des ordres d'ingénieurs ou de la profession réglementée. Voilà, donc ça a été un peu compliqué. En fait, je voudrais parler de ces ESG donc, qui ont été définis en 2015 suite à la conférence d'Erevan de l'ensemble des ministres de l'enseignement supérieur, parce qu'en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est que ça apparaît pour nous comme des contraintes. En réalité, si on les comprend bien, ça devient des éléments positifs. Et je voudrais vraiment qu'à l'issue de ma présentation, vous ayez compris qu'on était vraiment dans ce contexte-là. Bernard, vas-y. Alors, d'abord, à quoi ça sert? Alors, l'idée, je dis le mot minimum syndical, c'est pas très joli, mais c'est quand même ça, d'assurer un socle de qualité commun. Et la preuve, c'est que, je vous disais tout à l'heure que ENA2E et Equani, dont je fais partie des comités d'accréditation, qui sont des choses spécifiques à un diplôme, à une discipline, excusez-moi, vont appliquer aussi ces réglementations. Donc, il y a vraiment quelque chose, je dirais, qui est pour certains pays de l'ordre du bon sens, pour certains pays qui le voient comme une contrainte, mais qui va nous permettre d'arriver à un socle commun. Alors, c'est vraiment nécessaire parce que, bon, on a parlé du transfert des étudiants et aussi du personnel, et vraiment, ça, c'est assez important pour que les choses se fassent bien. Eh bien, si on n'a pas les mêmes règles, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, les ESG, European Standards and Guidelines, donc je vous les recommande plutôt en traduction française. Donc la référence est à la fin de mes 3 diapos, parce que ça a été fait par FRACSUP. FRACSUP, c'est un comité qui rassemble les agences francophones, et c'était vraiment important d'avoir cette traduction parce que les mots sont parfois ambigus. Donc les ESG comportent 3 parties. Il y en a 2 qui concernent les établissements. Alors les établissements, c'est-à-dire premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que processus qualité interne, ceux où vous êtes directement concerné. Et puis, deuxièmement, ce qu'il faut faire par rapport à votre agence d'évaluation, c'est-à-dire les procédures qualité externes. Et puis, il y en a une où vous n'êtes vraiment pas directement concerné, mais il faut savoir que ça existe et on se soumet d'autant plus qu'on sait qu'au-dessus de nous, on a aussi des gens qui doivent s'y soumettre et que les agences ne vont pas faire n'importe quoi. Eh bien, un des ESG concerne la conduite des agences. Et alors, c'était vraiment très important à une époque quand ça a démarré, puisque la deuxième version des ESG, c'est 2015, mais on a commencé à parler de tout ça vers les années 2007-2008. Et eh bien, c'était très important pour la CTI et pour le HCERS de faire partie, d'être accrédité par l'agence qui s'appelle ENQA, qui est l'agence qui audite l'ensemble des agences, parce que, eh bien, il y a un registre des agences. Et ce registre des agences, eh bien, il va nous permettre d'avoir un certain taux de confiance. Théoriquement, quand on est en France, on devrait pouvoir demander à une autre agence de se faire accréditer, mais si on ne sait pas son niveau, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, il faut un registre qui certifie que les agences respectent les ESG, et s'ils respectent les ESG, on peut leur faire confiance et on les inscrit dans le registre écart. Donc, effectivement, cette partie des ESG qui ne vous concerne pas directement, mais qui concerne les agences, elle va vous garantir que, effectivement, l'agence qui vous évalue ne fait pas n'importe quoi et que cette agence rend des comptes à ENQA, qui est en quelque sorte l'agence des agences, et qui, elle non plus, ne fait pas n'importe quoi. Top.
Alors, l'assurance qualité interne, eh bien, j'ai mis en gros les points clés parce que vous trouverez tous les détails dans le document de Fracsup. Ça concerne quoi? Ça concerne l'existence d'une politique d'assurance qualité, une politique d'élaboration et d'assurance des programmes. Le troisième ESG, c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup discuté parce que c'était un peu nouveau quand c'est apparu pour nous en France. C'était plus vrai dans les pays nordiques et je pense que c'est d'ailleurs eux qui ont contribué à faire que ça fasse partie de l'ESG, c'est que l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation sont centrés sur l'étudiant. Au moment où c'est paru, c'était quelque chose de très nouveau. Et typiquement, vous voyez, à la CTI, c'est quelque chose qu'on va chercher à vérifier dans toutes nos évaluations. Ensuite, eh bien, il faut que les processus d'admission, de progression, de reconnaissance et de certification soient clairs. En fait, on le dit assez souvent d'ailleurs, parce que Bologne, souvent, ça paraît quelque chose de compliqué, mais surtout, Bologne, ça vise une lisibilité, une transparence, une cohérence, et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, eh bien, on a des références d'assurance qualité sur le personnel enseignant et sur le fait que l'institution dispose de ressources correctes pour l'apprentissage et l'accompagnement des étudiants. Merci. Et puis aussi, eh bien, on va avoir dans cette première tranche de SG, donc la partie 1 qui vous concerne, qui concerne les établissements, tout ce qui concerne la gestion de l'information, tout ce qui concerne l'information du public sur ce qui se passe dans votre établissement, qui est quand même fondamental sur les processus d'admission, sur les processus de programme, sur qu'est-ce qu'on fait des diplômes. Ensuite, eh bien, normalement, l'établissement doit donner des informations sur son évaluation périodique, comment elle se remet en cause, comment elle suit son cycle d'amélioration continue. Et puis ensuite, eh bien, comment elle est auditée. Typiquement, vous voyez, quand on fait, nous, un audit pour la CTI, on va demander à l'établissement qu'il affiche quelque part le fait qu'il est audité et que maintenant que ces rapports d'audit sont publics, éventuellement qu'il affiche son rapport d'audit. Donc, ça veut dire en France clairement qu'on a 2 agences HCERES, CTI en France qui sont des membres de NQA. Alors, pour être membre de NQA, il va falloir se livrer à un processus que je vais décrire dans la partie suivante, mais ça veut dire qu'en fait, ces agences, elles vont vérifier quand elles vont dans les établissements que les critères sont respectés. Mais d'après cette espèce de processus que je qualifie de processus en entonnoir, elles-mêmes vont devoir respecter ces critères. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut voir ces ESG non pas comme une contrainte, comme on a pu les voir initialement, mais comme un plus, parce qu'effectivement, eh bien, ça garantit qu'on ne va pas avoir une agence d'évaluation qui va faire n'importe quoi quand elle va venir dans votre établissement, hein, comme ça a pu être ressenti, par exemple, dans les années qui ont précédé les années 2007-2008, où on avait effectivement des gens mécontents, des gens qui disaient « oui, c'est à la tête du client », etc. Moi, je pense vraiment que depuis que ces critères existent, eh bien, on sait à quelle soupe on va être mangé, si je puis dire, quels vont être les critères qui vont être appliqués. Top. Alors, l'assurance qualité externe, eh bien, on a des agences qui vont venir vous auditer, la CTI, la HCERES, selon votre structure d'établissement. Et ces agences, eh bien, sont obligées de travailler en prenant en compte votre assurance qualité interne. Typiquement, il existe un paragraphe, aussi bien dans l'évaluation HCERES que CTI, dans lequel on va examiner votre processus d'assurance qualité interne. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être sur le même processus d'assurance qualité interne. Il y a 36 000 assurances qualité, mais il faut que ça existe et que ça fonctionne surtout. Ensuite, eh bien, on va avoir au niveau de l'agence la nécessité d'avoir des méthodologies adaptées, fiables, publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, eh bien, nos critères d'évaluation, ceux du HCERES, sont publics. Et puis qu'on doit les appliquer de façon constante et cohérente. Donc, on ne peut pas avoir une équipe d'audit qui travaille d'une certaine façon et une équipe d'audit qui travaille d'une autre. Donc, c'est quand même, je trouve, assez rassurant. Les experts missionnés sont des pairs et doivent inclure un ou des étudiants.
effectivement, ça a mis un peu de temps à se mettre en route parce que la disponibilité des étudiants n'est pas constante sur l'année, mais de fait, maintenant, dans toutes les agences, on a des étudiants. Et enfin, et ça, maintenant, c'est effectif, c'est assez récent, les rapports d'évaluation doivent être publiés. Et ça, c'est important. Ça a nécessité, dans certaines agences, des accommodations, mais c'est fait. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a maintenant des méthodologies qui sont claires. REO, par exemple, est remis en place à la CTI, est remis en place tous les 3 ans. Quand on remet en place REO, on consulte les directeurs d'école, on consulte les parties prenantes externes. Et donc, ça, eh bien, ça nous garantit d'avoir des expertises qui ont du sens. Top. Alors, ensuite, eh bien, on a une agence des agences. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le NQA. Le NQA, eh bien, c'est un organisme européen qui va faire les évaluations des agences de la CTI, de l'HCERS, de l'AEQS en Belgique, de l'AAQ en Suisse, pour être sûr que ces agences respectent les ESG. Donc, le fait d'être admis par le NQA, donc maintenant, eh bien, c'est plus large l'admission par le NQA. Autrefois, il y avait un petit souci, c'est que NQA reconnaissait une seule agence par pays, ce qui a généré pas mal de soucis. Mais maintenant, effectivement, eh bien, NQA reconnaît plusieurs agences par pays, va nous permettre de faire partie du registre des agences auxquelles on peut faire confiance. Et donc, dans le processus, hors règles transnationales d'accréditation ou règles de législation propre, parce que ça existe encore, eh bien, en principe, un établissement pourrait choisir son agence. Attention, je le précise quand même parce que ce n'est pas toujours clair, je dois dire que les agences ont des tarifs très différents en France, en Europe, pardon, et que par moment, eh bien, on est quand même surpris vis-à-vis du fait que bon, l'accréditation est, je dirais, quasiment gratuite ou réduite à très peu en France, quand on s'adresse à une agence qui n'est pas une agence française. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et effectivement, je vous rassure, même le NQA est audité. Bon, j'ai fait partie de l'équipe qui a audité le NQA et qui a défini le cahier des charges. Le NQA a été audité par une équipe norvégienne l'an dernier et elle l'a été de façon complètement indépendante. Voilà, merci pour votre attention. Bien, alors je prends le relais et parce qu'après il y aura des questions. Là, on expose un peu les faits et puis on verra plus loin les impacts et les problèmes parce qu'il y a une partie qui va être dédiée aux problèmes ouverts. Bon, moi je vais vous parler plutôt non plus moins de la partie qui est contenue dans le ESG, mais quelque chose qui a quand même été développé à part, c'est la partie évaluation des résultats d'apprentissage ou des outcomes. Quelque part, c'est un petit peu, sachant quand même que l'assurance qualité, c'est quelque chose qui est né un peu dans les processus, notamment industriels. Eh bien, en gros, il y a 2 parties dans l'évaluation de la qualité d'un système. Il y a le processus. Est-ce que l'usine qui fabrique des bagnoles le fait selon des standards reproductibles, etc., etc. Par contre, ça peut ne rien dire de la qualité de la voiture ou de l'intérêt de la voiture. On peut avoir une usine parfaitement correcte d'un point de vue ISO qui, quelque part, fabrique de mauvaises voitures. Bon, les learning outcomes, c'est les résultats de l'apprentissage. Alors, bien sûr, ça peut être lié qu'à des domaines particuliers, parce que dès qu'on rentre dans la définition des résultats de l'apprentissage attendus et vérifiés, cela dépend du domaine. On n'a pas la même chose en philo ou ailleurs. Alors, je parle un petit peu d'assurance qualité accréditation et de la cerise sur le gâteau parce que c'est un enjeu qui est important parce que dans les programmes nouveaux, alors même si au départ, quand ça s'est mis en place, j'étais à Anne-Marie et la CTI, les programmes de formation d'ingénieurs, ils existaient depuis très longtemps. Et quelque part, ils se sont adaptés pour se conformer à ces principes-là. Mais c'était un petit peu la cerise, c'est-à-dire qu'on gardait le gâteau et on mettait une petite couche d'assurance qualité dessus. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure que la maturité à la fois du système d'assurance qualité avance et au fur et à mesure aussi où les établissements avancent eux-mêmes, eh bien, on va avoir un processus qui va être beaucoup plus
beaucoup plus profond et beaucoup plus impliquant pour tout le monde. À droite, je mets un petit document, une référence pour les ingénieurs, sachant pour dire que ce processus-là, il n'est pas français, il n'est pas européen, il est complètement international et tous les pays actuellement, d'ailleurs, l'intérêt pour le système européen est lié aussi à ça, de tous les pays, j'observe, même les plus lointains, se mettent en place selon des processus identiques à cette démarche d'assurance qualité. Alors, excusez-moi, il y a quelquefois de l'anglais. Hein. Donc, en fait, le système d'assurance qualité, c'est une espèce de boucle qui est la boucle qui, théoriquement, devrait être à la base de la formalisation des programmes dans vos établissements et qu'en général, les agences vérifient chez vous ils vont vérifier ces différentes étapes. Est-ce que vous avez analysé avant de lancer un programme, est-ce que vous analysez les besoins de l'économie, de la société et les besoins des étudiants? Deuxième chose, à partir de ça, est-ce que vous êtes capable de définir le graduate profile, c'est le mot anglais américain, qui est en gros ce qu'on attend des diplômés comme activité, comme implication, quel type de métier, etc. Lié à ces profils de métier, vous allez avoir quels sont les résultats d'apprentissage du programme, qu'il faut qu'ils soient définis, qui sont définis en termes très génériques, comme par exemple savoir mettre en œuvre un processus de logistique, d'alimentation pharmaceutique, enfin des choses comme ça, avec des mots-clés comme savoir, être informé, etc. Et le passage le plus compliqué pour les établissements, c'est le passage ensuite qui passe des résultats attendus de l'apprentissage, qui sont des termes génériques et souvent transversaux, avec la conception du programme dans lequel vous allez dire, mais il y aura une unité d'enseignement qui sera maths 1, une unité d'enseignement qui s'appellera anglais, etc. Quel est le lien entre les deux? Et c'est ça le problème le plus important parce que la validation de ces unités de programme doit être reliée aux résultats d'apprentissage attendus. Et puis après, vous devez dire, j'ai des profs, j'ai des cours, j'ai des salles, qu'est-ce que je fais, etc. Et tout ce processus-là, dans l'assurance qualité interne, vous devez avoir un système de commission qui analyse tout le processus et qui, de manière régulière, remet en cause telle ou telle étape et puis améliore les choses. Alors, l'assurance qualité, c'est plutôt les questions qui sont posées à ce moment-là, c'est plutôt la démarche inverse de remonter. Hein. On part de l'analyse du programme et on remonte. Vous avez des moyens, etc. Comment ils sont impliqués dans l'enseignement? Comment assurez-vous que les enseignements sont à niveau? Est-ce que l'équipement, comment faites-vous, etc. Après, vous devez faire le lien avec entre la façon dont vous enseignez vos programmes avec ce que vous avez affiché comme résultat d'apprentissage et bien vérifier que tous vos diplômés satisfont ces résultats attendus. Et puis ensuite, vous remontez pour savoir si effectivement vos étudiants trouvent du boulot et correspondant à ce que vous avez comme objectif. Alors, je vais faire très rapide, mais vous aurez ça dans les transparents ensuite. Hein. Des exemples pour donner un peu le style, parce que je sais que quelquefois on a des problèmes pour visualiser. L'analyse des besoins de la société, ce sont j'ai pris des exemples. Là, voilà une analyse qui est ce qui vaut, qui est quelque part très générique, mais qui conditionne le reste. Et puis, le profil du graduate profile, eh bien, l'ingénieur, si c'est un ingénieur, mais dans vos établissements, ça peut être quelqu'un d'autre, aura la capacité de conduire des projets, il pourra ou elle assumer des responsabilités larges dans les PME, etc. Donc là, vous définissez plutôt ce que votre diplômé, quel type d'employabilité ou dans la société il peut occuper. Et puis ensuite, vous passez à un domaine plus précis qui va consister à construire ce qu'on appelle les résultats attendus de votre programme. Et pour ça, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. J'ai vu souvent dans des établissements, les gens disent on va partir de qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que d'abord, il y a un tronc commun qu'on appelle en gros, qui part de Dublin, qui dit une licence, un master, voilà en gros les grands principes généraux de résultats attendus. Ensuite, vous avez
ce qu'on appelle un tronc commun de connaissances attendu pour différents types d'études, les ingénieurs, les sociologues, etc. Alors, pour les ingénieurs, c'est très avancé en France et ailleurs, puisqu'il y a un corpus assez bien défini qui permet de définir les résultats attendus d'un diplôme d'ingénieur très générique. Et puis après, si vous faites de l'ingénieur mécanique ou électrique ou électronique, etc., vous avez des résultats d'apprentissage attendus spécifiques à votre domaine, et puis ça vous définit votre programme à vous. Moi, en électronique, je ferai plutôt de la microélectronique, etc., etc. Donc, vous avez à ce moment-là les résultats attendus de votre programme. Alors, des exemples, bon, ça marche un petit peu à l'envers, ça c'est tiré des NA2E. Chaque diplômé pourra démontrer, etc., etc. En plus des compétences générales, ça c'est le cœur dur. Le cœur en haut, c'est ce qui est attendu de tout travail d'ingénieur, par exemple. Et ensuite, vous avez en dessous des choses qui peuvent être plus spécifiques. Et on voit apparaître beaucoup ce qu'on appelle les learning outcomes transversaux ou les compétences transversales, c'est-à-dire capacité à travailler dans un contexte international, prise de conscience des règles légales et éthiques, conscience des valeurs sociétales, etc., capacité à communiquer, toutes choses qui ne sont pas liées à un domaine spécifique et qui sont extrêmement importantes, reconnues maintenant par tout le monde, que les diplômés doivent avoir, en plus de leurs connaissances scientifiques et techniques, des savoir-faire de ce type-là, ou des savoirs ou des comportements, sachant que la grande difficulté, c'est comment les évaluer, comment est-on sûr qu'une fois qu'on a affiché ça, ça a bien été évalué et que tous les diplômés possèdent ces apprentissages. Bon, alors ensuite, vous avez la dernière étape qui est souvent la plus compliquée, c'est comment passe-t-on de ce profil quand même relativement général sur les résultats attendus des diplômes, comment passe-t-on à la conception des programmes eux-mêmes en unités d'enseignement. Généralement, les unités d'enseignement, on recommande qu'elles ne soient pas trop émiettées et correspondent, par exemple, plutôt à de l'ordre je sais pas moi, d'une dizaine de 5 à 6 crédits ECTS pour que ça corresponde à quelque chose d'assez consistant. Et l'outil qui est souvent utilisé et qui est regardé souvent par les agences, c'est ce qu'on appelle cette matrice où en gros, vous avez en ligne, par exemple, vous avez les résultats attendus que vous avez affichés, capacité de communiquer, capacité à travailler en groupe, connaissances techniques dans le domaine de la climatisation des processus industriels, etc. Tout ce que vous avez affiché. Et en vert ou en vertical, vous avez vos différents modules, teaching unit, vos différents modules d'unité, et vous devez définir là où tel ou tel résultat d'apprentissage attendu va être validé par tel ou tel processus. Souvent, il est validé au sein de plusieurs processus, de plusieurs teaching units. Mais on voit souvent, par exemple, notamment au départ, des programmes qui affichent des objectifs très ambitieux en termes de compétences transversales. Et quand on leur demande aux gens, mais comment allez-vous évaluer vos étudiants par rapport à ça? Et là, il y a un grand blanc parce que on sait évaluer les maths, on sait évaluer la physique, on sait évaluer les projets industriels, on sait évaluer les stages. Par contre, comment évaluer la capacité à travailler en groupe? Est-ce que c'est fait réellement? Donc, il y a tout un ensemble là et quelque chose aussi qui est important, qui est de plus en plus recommandé par l'Union européenne, et en France, c'est assez recommandé aussi, c'est l'apprentissage formel et informel. Un étudiant qui passe 3 à 5 ans dans une université, on dit qu'il apprend 40% dans les cours et dans l'enseignement et 60% ailleurs. Donc l'idée aussi, c'est de valider et d'incorporer dans les résultats de l'apprentissage attendu, d'incorporer tous les modes d'apprentissage formel et informel que les étudiants peuvent valider en disant « moi j'ai créé, je suis auto-entrepreneur, j'ai écrit un livre, etc. » Toute activité qui peuvent contribuer à l'évaluation et à la validation de compétences. Voilà. J'étais très rapide. On peut peut-être faire une pause maintenant ou bien on aborde les problèmes ouverts, monsieur le président coordonnateur. On peut demander à nos auditeurs
s'ils ont des questions. Apparemment, je n'en ai pas vu passer dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas à prendre la parole, d'allumer vos micros, vous prenez la parole. Didier, tu veux intervenir? Oui, juste pour amorcer une question. Quel est le cadre pour recourir à une agence extérieure, j'entends internationale, qui est bien inscrite à ECAR pour un établissement français? Tu es plein dans le sujet là, vas-y. Non, mais c'est intéressant parce que le problème, il a été ouvertement traité par M. Connard là, dans le précédent président d'HCERS, où il avait dit, c'est simple, je regarde les agences qui sont dans des quarts et à ces agences-là, on peut faire confiance. Donc, lui, il a donné une réponse. Parce qu'effectivement, j'ai expliqué quand même le contexte pour les personnes qui ne sont pas ingénieurs. En fait, on a deux régulations différentes. C'est-à-dire que la CTI, c'est quelque chose qui va permettre au ministère de donner une accréditation pour les établissements publics, qui le donne pour les établissements privés. Et donc, on va plus loin que l'évaluation. Tandis que l'HCERS, c'est un organisme qui, a priori, évalue. Donc, théoriquement, d'après ce qu'avait dit M. Costner, eh bien, il était possible d'aller demander à une autre agence. Mais je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut quand même savoir que si vous faites intervenir des agences, par exemple, je vais citer deux agences, l'agence suisse et l'agence allemande, c'est des prix de folie, quoi. Par rapport aux tarifs d'un établissement, c'est quelque chose de complètement démesuré. Si ça va remplacer je ne sais combien de vos heures complémentaires. Et donc, du coup, effectivement, vous allez peut-être plutôt avoir affaire à des agences qui sont l'agence belge, mais je ne sais pas du tout si elle évalue à l'étranger. L'agence espagnole, je ne suis pas sûre qu'elle évalue à l'étranger. Donc, en ce moment, à part les agences qui se définissent ou qu'on définit à leur place comme des agences commerciales, assez peu, finalement, on a fait une étude l'autre jour à INAE, pratique une évaluation internationale. Mais en principe... la CTI est exemplaire parce que elle a été fondée en 1935 et il y avait un article qui disait que la CTI pouvait opérer à l'international. On ne disait pas le mot, en fait, c'était pour que la CTI puisse aller dans les territoires coloniaux de la France de l'époque. Mais actuellement, la CTI utilise cet article et elle a fait des accréditations en Belgique. Avec Anne-Marie, on a fait toutes les formations d'ingénieurs belges, flamandes et wallonnes sont accréditées par la CTI. Etc. Donc, la CTI est l'une des plus engagées au niveau international des agences. Ouais. Sachant qu'il y a trois mots clés. Évaluation, c'est j'évalue, je porte un diagnostic et je fais des recommandations. Ça, c'est HCRS. Accréditation, je fais la même chose, mais à la fin, je porte un jugement en disant oui, globalement, vous satisfaites les critères pour obtenir tel ou tel titre, tel ou tel label en commerce ou je ne sais pas quoi, etc. Mais voilà ce qu'il faudrait améliorer. Et habilitation, c'est dans le contexte français le fait que la puissance publique, les ministères prennent en compte ces évaluations et ces accréditations pour habiliter l'établissement à délivrer tel diplôme national. Donc, il y a trois échelles dans l'horreur, j'allais dire. Alors, j'aborde les problèmes ouverts, puis on verra s'il y en a d'autres qui s'ouvrent progressivement. Hein. Mais bon, je vais rajouter quand même que j'ai appris très récemment, j'étais assez étonnée, qu'il paraît que certains établissements français, en plus de l'accréditation obligatoire qu'ils ont par la CTI, payent la bête pour faire des évaluations. Oui, alors, il y a la bête américaine qui est extraordinairement active à tous les niveaux internationaux. Avec la petite difficulté, c'est qu'elle, pour ingénieur, par exemple, c'est un bachelor 4 ans et donc il y a des problèmes de... Mais certains disent qu'il vaut mieux avoir un label américain qu'un label européen. Sachant que les labels européens commencent à être très reconnus quand même, puisque l'espace européen d'enseignement supérieur déborde largement l'Union européenne. L'espace européen a près de 50 pays, y compris le Kazakhstan, enfin des pays tout à fait... on a été en Jordanie, par exemple, on a été à plein d'endroits qui peuvent paraître un peu exotiques parce qu'on pense que c'est important justement, dans la mesure où il y a la bête en face, d'étendre cet ingénieur à l'européenne, si je puis dire comme ça, par rapport à la bête qui a une autre vision des choses. Voilà.
Alors, parmi les problèmes ouverts, il y a le problème de faire que l'espace européen, que ce processus d'assurance qualité, il n'a pas comme objectif d'homogénéiser. L'objectif, c'est d'essayer de trouver un cadre commun tout en laissant quand même chaque système d'avoir sa propre disons, organisation. Et c'est ça la difficulté. Comment homogénéiser sans nuire à la diversité, donc à la richesse. Je donne un exemple ici qui fait la différence entre les pays, notamment tous les pays qui ont des ordres professionnels. Eh bien, j'ai pris un exemple ici de l'IAEA, qui est le système plutôt anglo-saxon. Il distingue dans la formation professionnelle, la formation de base, c'est jusqu'au, disons, au baccalauréat ici, la formation spécifique, engineering ou ce que vous voulez, et puis il y a une zone intermédiaire que nous n'avons presque pas en France qui s'appelle la partie junior, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parfaitement professionnel, vous passez par une phase junior. Dans beaucoup de pays, vous n'avez pas le droit d'exercer, de porter le titre, et vous êtes sur le lieu de travail, mais vous n'avez pas le titre. Vous construisez votre profil et au bout de 2 ou 3 ans, alors là, vous avez le titre, effectivement, ou le diplôme, ou l'inscription à l'ordre qui vous permet d'être… C'est typiquement au Canada, par exemple. Quand on a fait avec le CTI un accord au Canada, il a fallu gérer ça. Et puis, ensuite, vous avez différents niveaux. Alors, dans le système français, notamment, parce qu'il faut dire que la France est très en avance, de mon point de vue, dans l'insertion des valeurs transversales et des compétences, comment dire, comportementales, etc., dans les études, avec la notion de stage, la notion d'apprentissage. Il faut savoir que obtenir un master par l'apprentissage, les gens tombent de leur chaise dans beaucoup de pays. On ne peut pas imaginer qu'on peut avoir un master en étant à mi-temps en entreprise. Donc, il y a une vision un peu européenne, mais très française, qui inclut beaucoup d'expériences professionnelles dans la formation, alors que si vous êtes plutôt anglo-saxon, américain, anglais ou australien, eh bien, les études, c'est les études, il y a bien des stages, etc. Par contre, vous serez en sortie junior, et ce n'est que après 3 ou 4 ans de pratique en tant que junior, sans avoir le droit de signer, par exemple, un devis ni rien, que vous serez effectivement un ingénieur. Donc voilà une première source de diversité. Donc ça se traduit par une certaine disparité sur ce qu'on appelle les soft skills, sur le poids des compétences transversales dans l'évaluation et dans les résultats d'apprentissage. Tu confirmes, Anne-Marie ? Et puis de toute façon, je rappelle aussi, c'est la suite de la question précédente, tu disais que la CTI habilite à l'étranger, elle n'utilise pas le même référentiel à l'étranger qu'en France. Typiquement, sur cette problématique professionnelle, on ne va pas exiger de quelqu'un qui a de Belge qui fasse un stage parce que ce n'est pas dans le concept, parce qu'il y a plein de pays pour lesquels le stage n'existe pas. Et tu as tout à fait raison sur les masters par apprentissage. Il y en a un en Belgique à Charleroi, eh bien, il n'est pas vraiment reconnu. Donc ça, c'est un vrai souci. Alors, bien, on avait une question sur les compétences, donc j'imagine que comment ces compétences sont prises dans les processus, sont prises en compte dans les processus. J'imagine que les éléments que vous venez de donner répondent au moins en large partie à la question qui était posée. Le problème, c'est plutôt leur évaluation chez les diplômés. C'est-à-dire comment, effectivement, si on a dans nos profils de diplômés affichés des compétences, notamment de ce type-là, c'est assez facile de les écrire. Ah oui, mes étudiants savent communiquer, oui, mes étudiants savent, etc. Mais comment comment allez-vous vérifier que chaque diplômé satisfait bien les critères de base là-dessus? C'est ça la grande difficulté. Je vais vous dire, c'est un problème qui est toujours ouvert, puisque effectivement, à l'ENA 2E, on s'est posé la question comment les agences évaluaient l'atteinte des learning outcomes. Et donc, j'ai été chargée de faire une enquête auprès des différentes agences européennes. Et finalement, les résultats de l'enquête sont très, très, très décevants, parce que là aussi, je pensais qu'à la CTI, on était en retard, mais visiblement, c'est une des agences qui en fait le plus, parce qu'assez souvent, malheureusement, les agences se contentent de dire les industriels sont contents, donc les learning outcomes sont atteints, alors qu'il y a d'autres façons de vérifier cette atteinte des learning outcomes. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a un lien entre NK et des associations d'établissements, par exemple, des choses comme ça? Ben, normalement, non. Enfin, normalement, oui et non. Oui, NQA, toutes les agences sont des émanations des parties prenantes, c'est-à-dire doivent composer d'enseignants, d'étudiants, donc toutes les parties prenantes sont impliquées. Mais la règle d'or de tout ça, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'assurance qualité doit être indépendant des gouvernements, indépendant des établissements, indépendamment. Donc, c'est normal qu'on se cause, mais quelque part, les associations d'universités sont des parties prenantes comme d'autres, et non pas de poids plus importantes que d'autres. N'est-ce pas, Anne-Marie? Tout à fait. Merci. Bien, alors j'avance un petit peu sur le fait que les difficultés, et qui est toujours ce que j'écris en bas, le fait qu'il n'y a pas de diplôme européen, fait que comment fait-on d'une part pour reconnaître son diplôme quand on change de pays. Donc il y a le système individuel NIC-NARIC qui permet à chaque individu d'aller dire moi j'ai un master brésilien, est-ce que je peux faire ceci, etc. Par contre, ça pose beaucoup de problèmes parce que de l'autre côté, l'espace européen et l'Union européenne poussent beaucoup à faire ce qu'on appelle des diplômes en réseau, des diplômes de mobilité. Alors, si vous faites un réseau de 4 ou 5 universités qui se mettent d'accord pour préparer un diplôme en commun avec des étudiants qui circulent entre les différentes universités, comment, premièrement, allez-vous évaluer ce diplôme? Quelle agence? Est-ce que vous avez demandé à chaque agence de chaque pays de regarder le même diplôme? Parce que certains pays ne reconnaissent que les résultats de leurs agences. Pas toujours, mais souvent. Donc, comment allez-vous faire pour faire l'évaluation et l'accréditation? Et donc, et puis, quel diplôme délivrer? Quel papier? Est-ce que vous allez délivrer à tout le monde le diplôme des 5 universités? Ou est-ce que vous allez donner le diplôme uniquement de l'université principale? Est-ce que vous allez donner… Enfin, vous voyez, il se pose de problèmes multiples. Et ça, c'est toujours pas résolu. Il y a un rapport que je cite qui s'appelle Quality Assurance of Joint Programs, mais c'est vraiment un des grands problèmes ouverts. Et je ne suis pas sûr que l'initiative des universités européennes résolve la question, parce qu'il n'est pas clair si les fameuses nouvelles universités européennes, qui ont été, il y en a 47, je crois maintenant, dont pas mal avec des établissements français, quel diplôme vont-ils délivrer? Est-ce qu'ils vont délivrer un propre diplôme ou encore à nouveau on va être à dire ben, on est 7 universités dans l'université européenne, quel papier va-t-on délivrer? Donc voilà, à mon avis, un des grands problèmes actuels, de mon point de vue, c'est l'accréditation, l'évaluation et la diplomation des programmes en réseau. Merci, merci Bernard, merci Anne-Marie. On a fini. Bon, je vous dis que je prends 3 secondes pour dire que voilà les transparents qui sont restés, et je vous laisse la parole. Les universités européennes, il y aura un transparent, et puis il y a un nouvel horizon 2025 pour l'Union européenne, et vous verrez les critères que l'on veut. Bon, je sors du partage d'écran. Oui, voilà, on a encore une ou deux questions qu'on va prendre rapidement de notre ami Fong Nguyen en Europe. Donc, en fait, Fong est vice-rectrice de l'Université de Hanoï. Donc, elle nous pose la question en Europe, est-ce qu'il y a des références, des standards élaborés par les associations des universités et utilisés pour l'évaluation externe? Alors, les bonnes pratiques, je veux dire, il y en a certainement pas mal. Je pense qu'on peut prendre le REO de la CTI, c'est déjà bien avancé. Et puis, rappelle que le REO est défini en concertation avec les écoles. Hein, c'est important de le dire. Chaque fois qu'on définit une nouvelle version de REO, comme les ESG le demandent d'ailleurs, on concerte l'ensemble des directeurs d'école et l'ensemble des parties prenantes. Alors, parmi les bonnes pratiques pour faire court, il y en a multiples, mais je crois que ça se développe bien. C'est ce qu'on appelle des portfolios d'étudiants. C'est-à-dire qu'à chaque étudiant est associé à un portfolio électronique, hein, dans lequel sont recensés à la fois tout son parcours, les choses qu'il fait, et en même temps dans lequel on peut insérer toutes les opérations, toutes les activités, qu'il fait en dehors ou à côté, et qui peuvent contribuer à la validation des
notamment des compétences transversales. Un étudiant, je prends un exemple qui est un bateau, mais un étudiant qui préside la junior entreprise de son école, de son établissement, vous n'allez pas lui faire suivre un cours de je ne sais pas quoi. S'il a été président et qu'il a bien fonctionné, il valide un certain nombre, une partie déjà des compétences nécessaires à la formation, etc. Donc, le portfolio qui associe la trace académique pour chaque étudiant avec des objectifs et puis un suivi pour savoir si progressivement il remplit bien il coche les différentes cases, plus la capacité avec ces portfolios d'agglomérer, d'incorporer dans l'évaluation les activités externes, eh bien, à mon avis, c'est un exemple de bonne pratique. Et typiquement, je parlais à l'étranger qu'il n'y a pas le stage. Eh bien, nous, ce qu'on a demandé en Belgique les dernières années, c'est de faire un portfolio, par exemple, des relations de l'étudiant avec l'entreprise. Dans les projets européens qui ont été menés récemment, là, il y a un projet Erasmus+, qui s'appelle ExtraSup, en fait. Je vous ai mis le lien sur le chat, qui propose un guide méthodologique en fait d'accompagnement des gouvernances universitaires dans la mise en place de la validation des acquis extracurriculaires. Et je faisais partie des experts sur ce projet-là. On a fait un gros travail avec notamment les unions syndicales européennes pour arriver à mettre en place un outil de validation de ces acquis extracurriculaires. Et les débats sont inépuisables sur le sujet. C'est vraiment très compliqué. Oui, il y avait bien dans ce projet européen, j'en étais aussi, toutes les parties prenantes, donc c'est vraiment très. Je vous encourage vraiment tous à aller voir ce qui en résulte, parce que vous pouvez tous trouver des graines à appliquer. L'Europa, le portfolio, c'est un truc d'établissement où c'est un outil pour l'établissement de vérifier que le diplômé a bien coché, en gros, toutes les cases nécessaires à valider les acquis de l'apprentissage. Et ensuite, ça peut être repris sous forme de badge, sous forme de ce que vous voulez, dans le supplément au diplôme ou dans le cursus de l'étudiant.